c'est la deuxième fois qu'on fait les journées européennes du patrimoine, ce qui est un petit exploit, puisqu'on a été créé le 8 septembre 2021. Donc la première chose qu'on a faite une semaine plus tard, c'est les journées du patrimoine. Alors on donne une suite avec un message très très important pour nous, c'est en disant le patrimoine, c'est pas du passé. Le patrimoine, c'est une partie de notre avenir. Et on dit ça pour nos enfants, pour nos petits-enfants, où on est chargé de leur transmettre qu'est-ce que c'est que ce patrimoine, d'où il vient, comment se fait-il que des gens qui, on en parlera, vivaient difficilement dans leur maison, et dans des maisons souvent pauvres, comment se fait-il qu'ils aient bâti cette si belle église? Donc il faut comprendre des mentalités. Nous on a changé, mais le patrimoine, c'est pas un truc du passé, c'est quelque chose de fondamentalement important pour l'avenir, pour transmettre beaucoup de choses. Notre église, elle date de 1465, et c'est à ça que nous allons nous consacrer. Alors environ 1h15, 1h20, si je ne suis pas trop malade, sinon vous me rappelez. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'avant tout, on va essayer de faire une chose, c'est bien faire comprendre, pour bien faire comprendre Garocque. Qu'est-ce qui se passe à Garocque en 1465? Ça fait 557 ans. D'accord? Donc ça fait quelques générations d'arrière. Mais c'est quand même pas si vieux que ça. Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Et pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que la Bretagne en 1465. Parce qu'on vit dans un pays, et le pays dans lequel on vivait n'était pas la France, mais la Bretagne. Et donc, quel est le territoire, l'économie, la société? Et donc, mais quelle était la valeur de l'Église en 1465? Alors là, vous allez voir. 1465, c'est la fin d'une époque. C'est la fin du Moyen-Âge. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais le Moyen-Âge a commencé à la fin du 5e siècle. Donc, si vous réalisez bien, ça fait presque 11 siècles de vie d'histoire qu'on connaît mal aujourd'hui. Mais 11 siècles qui sont les siècles de nos ancêtres, nos arrière-grands-parents. Donc, on est à la fin du Haut Moyen-Âge. Officiellement, le XVIe siècle commencera donc en 1500. Et nous sommes dans un duché. Alors, ce n'est pas un roi, dans un sens du terme, c'est un duc. C'est comme ça en Bretagne depuis pratiquement 500 ans. On a eu un roi pendant 90 ans avant, et maintenant c'est un duc, mais qui est comme un roi. Il s'appelle François II. Il est duc depuis 1458, et il le sera évidemment jusqu'en 1475. On est à une période de l'histoire de la Bretagne que l'on estime être la période d'or du duché de Bretagne. C'est une période qui était la plus prospère. Le roi à côté s'appelle le roi de France. On en reparlera souvent. Et il n'est pas très content parce qu'en fait, François II, comme son père, son grand-père, etc., refuse de prêter soumission, alors on appelle ça prêter allégeance, et faire un hommage au roi de France. Ça, il refusait. Non, mais ce n'est pas possible. Et il y a une petite citation qui le dit. La Bretagne n'a jamais fait partie du royaume de France, et elle n'est pas à démembrement non plus. La Bretagne perdra son indépendance définitivement en 1513, en fait. Mais on est encore dans un pays qui est indépendant. Et voici à quoi ça ressemble. Alors regardez bien. Alors évidemment, les côtes de la Bretagne n'ont pas changé. Mais regardez la frontière avec ce qui était la Normandie, la France. Donc vous avez Nantes. Si vous regardez bien aussi, nous allons jusqu'en bas de la carte, jusqu'en Vendée. Nantes est bel et bien en Bretagne,
et Nantes restera en Bretagne avec la Loire-Atlantique, qui s'appelait la Loire inférieure avant, jusqu'en 1941. C'est Pétain qui détachera la Bretagne, enfin la Loire-Atlantique de la Bretagne. Donc vous voyez, il y a Ancenis, Châteaubriand, Vitré, Fougères, voilà. C'est ça la Bretagne. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi combien d'habitants elle avait. On avait 700 000 habitants. Alors, pour vous donner une idée, 700 000 habitants, c'est un peu plus grand que toutes les énormes métropoles de Nantes, aujourd'hui, en comparaison. Il faut dire si les choses ont changé. Mais 700 000 habitants, eh ben, ce n'était pas beaucoup. Parce que 70 ans auparavant, nous étions 1 500 000. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé des choses pas très agréables. Il y a eu d'abord des disettes, des famines. Pourquoi? Variations climatiques. Des étés trop chauds qui faisaient disparaître les récoltes, ou des hivers trop froids qui empêchaient de faire les cultures nécessaires pour qu'ensuite on puisse récolter. Donc, quelques problèmes en ce sens. Et ce qu'on peut dire aussi de très intéressant, c'est que nous avons des répétitions d'une maladie terrible qui a tué la moitié de l'Europe 2 siècles auparavant, c'est la peste. Et on a la peste noire. La peste noire, c'est une peste qui affecte les poumons, et les gens meurent dans des souffrances épouvantables et très vite. C'est très différent de la peste bubonique, qu'on peut soigner quelquefois. La peste, moi je vous parle de 1435, eh bien, en Bretagne, dans notre coin, la dernière peste, c'était 1462-1463. Et ça va se répéter presque jusqu'au XIXe siècle. On aura ce type d'épidémie. Vous avez le choléra, également, autre mode épidémique. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge moyen, alors évidemment, vous avez des gens qui arrivaient à vivre vieux. Vieux, c'est 60, 70, 75 ans. Rarement au-delà. Mais la majorité des gens mouraient avant 35 ans. La mortalité infantile était terrible. Le nombre de femmes qui mouraient en donnant naissance à leur enfant, les morts en couche, était très très nombreux. Et les 700 000 habitants, ça s'explique par ça. C'est-à-dire que pour renouveler les générations, il faut quand même produire beaucoup d'enfants. Et pour arriver à produire beaucoup d'enfants, il faut estimer que dans un petit village comme Garonne, il fallait voir dans les rues courir à peu près la moitié de la population qui aurait eu moins de 5 ans. Eh bien, en 1435, ce n'est pas vrai. Et ça occasionne plein de problèmes, parce qu'on va manquer de manœuvre, par exemple. Donc, la Bretagne, néanmoins, quand vous prenez les chiffres, alors c'est un petit peu comme quand vous écoutez la télévision. On vous dit que le PIB de la France, le produit intérieur brut de la France, la richesse de la France a grandi. Vous regardez votre portefeuille, vous dites, mais comment ils font? Comment ils font? C'est à peu près la même chose. Donc, en Bretagne, on bat la monnaie d'or, comme si on était un royaume. Bon, normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Les ducs le faisaient. Et là, vous avez la monnaie qui était utilisée à l'époque. Alors, autant vous dire que dans notre petit village, notre petit bourg de Garoc et puis les villages autour, l'argent il y a beaucoup. C'était très très bon. On pratique le troc, avant tout. On échange un bien contre un bien. On va chez un artisan pour dire, écoute, j'ai besoin d'une bêche. Alors les bêches se faisaient en bois. Ce pas des bêches en métal. En bois, j'ai besoin d'une bêche, tiens, voilà, ne plus. Donc, c'est le troc. Mais il y a toute une classe riche dans les villes. Mais les villes, c'est quoi? C'est 10% des habitants. Sur 700 000 habitants, on estime qu'il y a 70 000 habitants qui habitent la ville. Tout le reste habite les zones rurales ou au bord de la mer. Et les zones les plus habitées, c'est comme aujourd'hui en Bretagne, c'est pas l'intérieur des terres, c'est les zones littorales qui sont les plus habitées. Donc voilà un petit peu pour situer notre territoire et pour situer la richesse. On estime
que la richesse de la Bretagne en 1465 était équivalente à 9 tonnes d'or. 9 tonnes d'or, ça nous donne l'équivalent de la République de Venise, vous voyez. Venise est une puissance très importante en Méditerranée. Il a une immense flotte, fait beaucoup de commerce, très riche. Donc vous voyez, on n'est pas un petit pays, on est ce qu'on appelle une puissance moyenne. Alors la France, c'est l'hyperpuissance, 40 à 90 tonnes d'or, ça dépend du moment exactement. L'Angleterre, 17 et 44. Alors 17, on dit 17 à 44, ça veut dire qu'au minimum c'était 17 une mauvaise année, 44 la meilleure année. On a la plus mauvaise année. Voilà. La Bourgogne, 20 à 22, parce que la Bourgogne était un duché aussi, indépendant. Et puis il y avait le royaume de Navarre, mais c'est beaucoup plus petit. La Navarre, c'est au sud, là d'où viendra le roi Henri IV plus tard. Voilà, et puis pour prendre la comparaison ailleurs en Europe, il n'y a pas de comparaison ailleurs, c'est la Bavière qui est le point le plus important. Donc là où est Munich aujourd'hui, c'était 3 tonnes d'or. Donc oui, la Bretagne n'est pas un pays pauvre, arriéré, pas du tout. Mais on estime, pour autant, que la population était majoritairement pauvre. Alors, pauvre, ce n'est pas les pauvretés qu'on peut imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc., ne sont pas riches. Ils sont pauvres. Certains sont vraiment dans une précarité profonde. Mais là, la pauvreté, là-bas, en 1465, c'est presque une norme de vie. L'habitat est très sommaire. Il y a juste un endroit pour dormir. Quand on ne dort pas par terre sur du foin. Voilà. Il n'existe pas à l'époque d'armoire. Tout le monde a au moins un coffre. Les armoires, ça sera inventé presque un siècle plus tard. Alors ça existe chez les très riches, qui en importent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un pays qui est quand même relativement habité, relativement avancé, et qui a des moyens. Et le duc de François II, qui a pris la succession de sa famille, le duc François II, est quelqu'un qui est extrêmement proche, alors pas autant que le sera Anne de Bretagne, sa fille, mais extrêmement proche aussi des gens. Alors qu'est-ce qu'on a comme activité dans notre région de Bretagne? Ah oui, le roi à côté s'appelle Louis XI. Je vous montre ça. Il n'est pas facile comme garçon. Louis XI, le duc Arthur III, c'est celui qui possédait François II. Et c'est lui qui avait dit que la Bretagne était un grand monde. Louis XI est quelqu'un qui est très rusé et qui ne rêve qu'à une chose, c'est mettre la main sur la Bretagne. Et il va faire tout ce qu'il peut pour ça. Donc il va essayer d'ennuyer pendant tout le règne de Louis XI, qui mourra en 1483, pendant tout le temps du duc François II, Louis XI va faire les pires coups pendables pour l'ennuyer. Alors François II ne va pas être très gentil non plus, parce qu'ils savent se venger aussi. Mais le climat est quand même beau, parce que je voulais vous dire une chose importante, ça fait 100 ans que la Bretagne ne connaît pas de guerre. Chez nous, il n'y a pas eu la guerre de 100 ans. Il y a eu un désastre qui était la guerre de 2 prétendants au duché de Bretagne qui se sont battus pendant près de 50 ans et qui ont mis, malheureusement, une partie de la Bretagne dans un mauvais état. Mais ça date d'il y a un siècle, quand on est en 1465. Donc, la Bretagne connaît aussi la paix. Il n'y a plus non plus, alors désolé pour mes amis anglais qui sont ici, il n'y a plus non plus d'anglais en Bretagne, puisque en 1453, ils ont été battus, dernière bataille qui a été conduite par le duc Arthur III, ils ont été battus. Et donc de ce fait-là, les Anglais sont partis de France, pratiquement, et ils ont parti de Bretagne également. Donc, notre pays est en paix, il est libre, il est indépendant. Voilà. Cette petite image, elle figure une réalité néanmoins, c'est que nous sommes toujours menacés d'être capturés par les Français. Alors, les Français, c'est ceux qui sont en bleu, là.
Nous, en blanc, avec Hermine de Bretagne, c'est le chevalier breton, et face au chevalier français. Voilà. Alors, ce que je vais essayer de vous partager maintenant, c'est quelle était la société bretonne en 1465. Donc, je vous ai parlé du nombre d'habitants, 700 000. Je vous ai dit que la majorité était ruraux, pauvres. Alors, quand on est pauvre, qu'est-ce qu'on fait quand même? On est paysan, on est artisan, il y en a beaucoup, on est artisan, et surtout, on prête sa main-d'œuvre. Il n'empêche qu'il y a des main-d'œuvre, on va voir, qui sont plus spécialisés que nous. Il y a des ruraux qui sont un peu plus riches que les autres. Alors, c'est qui? C'est ce qu'on appelle les fermiers, les métayers. Certains d'entre vous, ça évoque des noms ou des souvenirs certainement, mais c'est ceux qui exploitent la terre de la noblesse et qui, à la demande des nobles, cultivent leur terre. On leur fait un bail, 9 à 12 ans, et puis ils ont environ 6 hectares de terre qu'ils cultivent pour eux-mêmes, en restituant une partie aux nobles. Ça fait 2 classes dans le milieu rural. Puis, vous avez 3 classes dans le milieu des nobles. Vous avez la petite noblesse. Alors, ce qu'on appelle la sieurie. Sieurie, c'est comme sieur peut-être, S-I-E-U-R. Ou les micro-seigneuries, où là, on a des propriétaires qui ont maximum 20 hectares. Ils ont un manoir, peut-être un moulin, mais ils vivent exactement comme les fermiers et les métayers. Ils ne sont pas riches du tout. Ils sont très nombreux. Alors c'est trop long de vous expliquer ça aujourd'hui, sinon je vais vous embêter. Mais il y a une raison historique pourquoi ils sont nombreux. Et beaucoup sont d'origine, en fait, si on prend pratiquement 900 ans avant, sont d'origine de Grande-Bretagne. Et puis ensuite, vous avez les petites seigneuries. Alors eux, ils ont un petit château, pas très grand. Eux, ils ont le droit de juger, c'est ce qu'on appelle le droit de justice. Les autres, les petits dont je parlais avant, ne l'avaient pas. Et leur château a au moins des douves et peut-être un parc. Alors après, ils ne sont pas très nombreux. Et on verra sur le terrain tout de suite, parce qu'on a les noms de ceux qui étaient de chaque camp. Et nous, on n'avait pas la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est les grands seigneurs. C'est ceux qui ont vraiment beaucoup de terre, qui ont un château, dont une partie peut-être est le château fort, mais une autre partie qui est le château aussi de loisirs. Alors, vous avez un reste de cela, si vous voulez aller, c'est magnifique, c'est le château du Hac au Quilloux. Le Hac au Quilloux, c'est magnifique. Voilà. C'est un bandit qui tenait ça, mais bon, il était riche, et on explique plein de choses en allant là-bas. Donc tous ces gens qui par contre sont les grands seigneurs, ils ont droit de vie et de mort sur les gens qui habitent sur leur terre. Donc ils ont le droit de justice. Alors juste quelques petites images pour vous donner le mobilier. Alors, quand un lit est modeste, il est comme ça. Les costumes de l'époque, alors ce n'est pas les costumes que vous portez à Garroc, souvent. Il fallait déjà avoir une petite richesse pour porter ça. Ce n'est pas les nobles, hein, mais il fallait déjà un peu d'argent pour se payer tout ça. Voilà, le mobilier des gens qui étaient aisés, vous avez donc le lit à baldaquin, vous avez le coffre-banc. Alors ça, c'est souvent des coffres qu'on met près de la cheminée, comme ça permet de se chauffer, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? On met des draps, des vêtements, etc. Comme je vous l'ai dit, pendant longtemps, on n'a pas eu de placard ou d'armoire. On a eu des coffres, puis des chaises. Si vous regardez bien, et ça a une importance considérable, tout ce que je vous montre, c'est en bois. Dans un château, vous voyez, c'est un peu plus fourni, mais vous avez quand même le lit à baldaquin, vous avez toujours les bancs coffres, etc. Et vous ne voyez pas d'armoire. Voilà. Donc, de quoi vit-on
aussi dans la société bretonne, je vous parle de ça aussi. J'ai terminé sur la noblesse. On pense que la noblesse a représenté environ 3% de la population. C'est-à-dire sur 700 000 habitants, vous aviez 3% de la population qui était noble. Ce qui est quand même pas mal. Alors, on croit toujours que les nobles sont des gens qui sont très riches, etc. Je vous ai dit que c'est pas vrai. On croit aussi qu'ils savent tout faire, c'est pas vrai. Bertrand du Guesclin, qui était connétable de France. Connétable de France, alors maréchal des armées de la France. Il signait d'une croix. Vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire. On estime qu'à peine 20% de la population en Bretagne des 700 000 habitants sait écrire, sait lire. Et écrire, alors là c'est une minorité. Peut-être 3-4%. C'est autre chose, lire, écrire. Donc, pour vous donner des ordres de niveau de vie, si je prends un maître maçon, c'est-à-dire quelqu'un qui est un artisan, qui est qualifié, il va gagner par an, il va gagner 40 livres. Alors c'est pas mal, mais ça ne le rend pas riche. Ça lui permet de bien vivre dans sa maison. Eh bien, tous les petits nobles dont je vous ai parlé, 8 livres. 8 livres. Donc ils n'ont pas de quoi élever leur famille, pas de quoi entretenir leur terre, le manoir, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, ils travaillent. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a ça dans les registres. Ils font des journées de labourage. Ils vendent des draps et des linges. Ils font les foires et marchands. Ils revendent des bovins qui sont élevés. Ils tiennent des tavernes, des hôtelleries, c'est-à-dire des auberges où les gens peuvent venir et manger et dormir. Et puis, ils arment des navires pour commercer. Alors, c'est l'époque où la Bretagne, il faut que je vous dise, développe toute une flotte. La flotte bretonne est très connue. Vous avez vu tout à l'heure que nous avions à peu près la même richesse que la République de Venise. Bien, vous ne le croirez jamais, mais c'est quand même vrai. Enfin, moi, je fais confiance aux historiens qui ont travaillé. Nous avions autant de navires qu'il y en avait à Venise. Simplement à Venise, ils avaient des petits avantages sur nous. Eux, ils savaient faire du business. On était des businessmen zéro. On n'a pas su utiliser la puissance de notre flotte. Et nous n'avions pas de port, pratiquement pas. Alors que Venise n'a pas arrêté de construire des ports partout autour de la Méditerranée, dans l'Adriatique, etc. On n'avait pas de port. Si vous n'avez pas de port, qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est très bien de charger un bateau quand il est couché sur le flanc, sur une plage ou sur une grève. C'est très dur de le décharger aussi. Voilà. Donc malheureusement, on n'a pas su transformer l'essai des navires, mais les nobles de l'époque ont investi dans ce document. Alors vous allez me dire, mais je croyais que les nobles n'avaient pas le droit de travailler. C'est vrai. Au sens du terme, ils n'ont pas le droit de labourer la terre. C'est pas. Vous savez, c'était à cette époque-là, on ne se rappelle plus de ça, mais le monde ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. Eh bien, la Bretagne, et c'est une exception dans toute l'Europe, avait une loi qui permettait de dire, mais travaillez, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, vous devenez noblesse dormante. C'est-à-dire, vous perdez vos droits et vos privilèges de la noblesse. Mais si vous arrêtez de travailler, quand vous avez gagné assez d'argent, ben vous revenez et vous êtes noble à nouveau. Et c'est une loi bretonne qui n'existait nulle part ailleurs que dans notre pays et qui a permis de faire ça. Donc, il est temps que je vous dise maintenant, qu'est-ce qu'on a comme noble à Garonne? Alors, je suis désolé parce que je ne peux pas vous dire le nom des habitants. On n'a rien. Rien du tout. Mais j'ai appris par M. Sicot hier, et je vous remercie, je sais où aller faire les recherches maintenant, qu'on a quelques noms à partir des années 1520. Et c'est pas 435. Alors, on a 9 familles nobles à Garonne. 9. On en a 7 qui sont des très petites seigneuries, celles que je vous ai dites.
ceux qui sont pauvres en fait, qui vivent en fait comme les gens du pays. Alors, il y a des noms, je vais vous dire, vous allez retrouver, il y en a qui ont changé, mais il y en a d'autres qui existent. Il y a Lodé, il y a Geoffroy de Brémioc qui habite là. Lodé, vous voyez où c'est? Il y a Galpix. C'est quoi Galpix? Galpi, oui, absolument. Il y a Galpi, où c'est, écoutez bien le nom, Carreau de Saint-Pern. Peut-être que ça peut intéresser ici, n'est-ce pas? Pardon, c'est Jean de Saint-Pern, Galpix. Et la Janier. C'est quoi la Janier? C'est quoi la Janier? C'est l'actuel l'AJP. Et c'est Carreau de Saint-Pern qui habite l'AJP. Voilà, c'est la continuation que vous avez dans votre famille. Puisque c'est à de Saint-Pern, aujourd'hui, enfin quelqu'un qui est apparenté à de Saint-Pern, qui est toujours là. Près d'Alain, c'est Geoffroy de Boutier. Le Beau Rocher et l'hôtel de Roinel. C'est quoi Roinel? Rothman. Et l'hôtel de Rothman, c'est Régnard de Jarnois. Ça vous dit quelque chose, Jarnois? Il y a une fontaine ici, qui s'appelle la fontaine de Jarnois. Il y a les Fosses, c'est Jean Ballan. Et vous voyez, il n'y a pas de titre de noblesse, mais vous pouviez être noble sans avoir sans avoir la particule. Et enfin, les Landes, où c'est Eustache Beauchamp qui est là. Vous voyez, on a un répertoire de ça. C'est un certain monsieur Philippe qui a fait ces recherches-là. Et merci aux Nouvelles de Garonne de l'année 1980. On trouve ces choses-là. Et je sais que c'est à Saint-Malo, j'irai revoir ça. Donc voilà, on a 9 familles nobles, j'en ai cité 7. Il en reste 2. 2 où il y a un château. Un petit château fort. Alors c'est où à votre avis? La Roche, absolument. Et La Roche, c'est Eustache de Plumogat qui habite là. Le château de La Roche que vous avez aujourd'hui, il a été construit au XIXe siècle. Qu'est-ce qu'il y avait avant? On ne sait pas bien. Et puis le deuxième, c'est château, c'est où? Le Laté. Voilà. Et donc le Laté, c'était un château fort qui était là. On n'en a pas. Alors malheureusement, vous savez, c'est l'époque, on ne fait pas des dessins des châteaux. La photo n'existait pas. Donc, Internet non plus. Donc, les satellites ne passaient pas au-dessus non plus. Donc, on n'a rien de ça. Mais c'était Tanguy du Chastel qui habitait là. Et ce château, il a une importance considérable, puisque les 2 Saint-Pern l'achèteront ensuite, y vivront. Et puis, c'est eux à qui on doit la réfection d'église au XVIIIe siècle. Voilà. Vous voyez, 9 familles nobles. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de petits manoirs. Il y avait des fermes, qu'on appelait aussi des fermes manoirs. Et souvent, pour faire une ferme manoir, il suffit d'avoir une sorte de tourelle qui servait souvent d'escalier pour accéder à l'étage. Souvent, ça se faisait comme ça. Alors, quelles sont les activités en 1435? Alors vous allez voir défiler des images qui sont passées à la Bretagne, parce que c'est tiré d'un très bel ouvrage qui s'appelle Les Richeurs du duc de Berry, et qui se passe en 1460. Mais ça va aller voir la campagne, les outils qu'on utilisait pour cultiver aussi, et puis les activités. Alors les activités, ça va pas vous surprendre, l'activité de la campagne, c'est quand même l'agriculture céréalière. On cultive du blé, du froment, du sel. C'est aussi la culture du chanvre. Et on fait beaucoup de toiles. La Bretagne exporte beaucoup de toiles. Il y a beaucoup de tissage. Et on fait de la pêche d'avril à juillet. Alors, il y a un temps de pêche avec 2 choses particulières dans ce temps de pêche. C'est qu'on peut pêcher tous les jours. L'Église accorde ça. Sauf 4 jours qui sont consacrés à Dieu. Mais d'avril à juillet, vous n'arrêtez pas le dimanche. Vous pêchez le dimanche aussi. La contrepartie, vous donnez 1/3 de votre pêche pour nourrir les pauvres. Donc les pêcheurs avaient cette possibilité. Alors ici, on pêchait les poissons qu'on pêche aujourd'hui, je vérifie.
sais pas comment pêcher, c'est pas dit non plus. Hein. Mais la pêche était une activité importante, mais pas exagérée. Il ne faut pas oublier qu'en plus de la pêche en mer, à l'époque, on mange beaucoup, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, des poissons de rivière. La rance était un point très important pour nous, et on y trouve beaucoup de choses. N'oubliez pas que c'est un fleuve, puisque c'est une rivière qui se jette dans la mer. Donc, les activités de l'agriculture, j'en ai parlé, ça nécessite des champs. Et on a un problème. En 1435, on n'a plus assez de main-d'œuvre. En fait, on cultive moins de céréales qu'on en cultivait 50 ans auparavant. Je vous ai expliqué pourquoi. Les gens avaient disparu. Mais on en cultivait moins. Et par contre, c'est une époque où on fait quelque chose qui va avoir une importance considérable, qui disparaîtra avec le remembrement, ou qui disparaît en partie depuis le remembrement. Ce sont les talus. À cette époque-là, on crée beaucoup de talus. On isole les parcelles, mais pour faire ça, il faut beaucoup de gens. On ne va pas loin. Donc, c'est le début du paysage de ce qu'on appelle le bocage. Il y a un bocage normand, il y a un bocage breton. C'est le paysage du bocage qui commence à ce moment-là. Et surtout, comme on a moins de gens, qu'il y a des enfants quand même, on les envoie garder les troupeaux. Donc, on a un développement de la culture du bovin qui est très importante. Alors, ça sert à quoi? D'une part, le lait, le fromage, etc. La crème, mais aussi les bœufs. Car avoir un cheval, ça coûte très cher. Donc, les chevaux pour les paysans, ce sera beaucoup plus tard, après la Révolution française. Mais pour les paysans, c'est les bœufs qui tractent les charrettes et qui tractent, bien sûr, les charrues. Alors, vous voyez une charrue ici, par exemple. Là, vous voyez la fenaison, le herçage, ici, et le semage. Et vous voyez une autre charrue ici. On a inventé au XIIIe siècle des nouvelles charrues qui peuvent se retourner et tout, mais alors, hormis le socle qui est en bois, en métal, pardon, tout le reste est en bois. On va en parler, c'est important. Et puis en plus, on ne le voit pas sur mes images, mais la rance est là, donc il y a des moulins. Au XIIIe siècle, on a inventé le moulin à eau, c'est-à-dire à peu près un siècle et demi auparavant. Et le moulin à eau, c'est beaucoup plus efficace que le moulin avant, et beaucoup moins dangereux. Donc il y a des moulins à eau qui se développent. Donc, les champs qui génèrent toute une richesse, et puis on exporte une partie de ces choses-là grâce à nos bateaux aussi. Mais c'est la plus petite surface de notre paroisse. Désolé, monsieur le maire, c'est pas encore une commune. On va attendre 1791. Donc, c'est une paroisse. Et sur notre paroisse, la deuxième surface en croissance, ce sont les landes. On va dire, les landes, ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec les landes? Ben, ils en font beaucoup de choses. Parce qu'avec les genêts usageants, non seulement on fait des balais, mais on se chauffe, on couvre les bâtiments, on y trouve du fourrage pour les bêtes, on prend de la litière également. C'est ce qu'on fait pour que les bêtes, quand on n'a pas assez de foin, etc., faire de la litière. On pratique des cultures, c'est-à-dire on brûle des bouts de langue. Et grâce à la cendre, on fait exactement ce que font certains peuples, aujourd'hui encore, premiers peuples anciens, qui continuent à cultiver sur de la cendre. Donc on y cultive quoi? Du sel, de l'avoine, ça pousse bien là-dessus. Et puis aussi, on ne sait plus faire ça, on fait du fertilisant. C'est-à-dire qu'on sait faire, ça s'appelait l'étrépage, on savait faire du fertilisant pour prendre du sol de la langue et aller enrichir du sol des champs ailleurs qu'on allait cultiver. Voilà. Mais la plus grande surface, c'est plus de la moitié de la paroisse. Qu'est-ce que c'est? La plus grande surface occupée. On a parlé des champs, des landes. C'est la forêt. La forêt. La forêt, c'est la richesse la plus importante de la paroisse. Alors la forêt appartient au Seigneur, au pluriel, puisqu'il y en a plusieurs ici, au Seigneur. Donc il en tire des revenus importants. Pourquoi? Parce qu'il vend du bois, y compris du bois de chauffage,
Il faut quémander avec lui pour avoir le droit d'emmener les cochons manger les glands. On peut y cultiver on peut y cueillir des fruits, différents arbres. On peut faire des tas de choses à la fois. Donc lui, il en tire un profit, mais tout le monde, toute la paroisse en tire la vie. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, tout est fait de bois. Alors il y a beaucoup de gens qui en vivent, les bûcherons, quand c'est pas eux. Les scieurs de long, ça a commencé il y a 50 ans. On s'est scié très bien des poutres. Ici, lorsqu'un spécialiste est venu, il a regardé les poutres qui sont au-dessus, là, juste au-dessus, voilà. Et, ah, ben ça a été fait par les scieurs de long. Donc il sait reconnaître ça. Vous voyez, sinon, avant, c'était à la hache, à l'herminette. On essayait d'écarrer le bois et de le tailler. Celles-ci, vraisemblablement, qui sont au-dessus de votre tête, que vous voyez là, à l'arrière de la nef, celles-ci ont été faites sans doute à la hachette et à l'herminette. Donc vous avez des charbonniers qui font du charbon de bois. C'est pour la cuisine. Les cendres de bois sur lesquelles on ne peut pas fabriquer ni du savon, ni du verre. Et puis, le nombre de métiers qui vivent du bois, mais c'est impressionnant. Hein. Sabotier. Tous les artisans qui font de la vaisselle, toute la vaisselle est en bois. Les outils de jardin, tout est en bois. Les soufflets, les coffres, les huches, tout ce que je vous ai montré, tout ça c'est en bois. Les charpentiers, ils en font des choses. Ils construisent des maisons, des navires, etc. Les tonneliers, les cercliers qui font les cercles pour tenir les douves, les tonneaux. Les charrons qui font tout un travail. Alors je ne peux pas vous dire exactement que je suis sûr qu'à Garonne, il y avait tous ces métiers-là. Mais il n'y en avait pas loin. Pas loin. Il y avait forcément dans le coin ces métiers qui étaient représentés. Il y avait aussi les armuriers. Parce que même les machines de guerre étaient en bois. Même si vous prenez une arbalète, il y a très peu de ferraille dessus. La majorité des choses, c'est des éléments naturels. Et la tour d'assaut pour conquérir un château ou fort, totalement en bois. Et puis vous avez même les sculpteurs, ici on a de très belles statues, et des statues en bois entre autres. Donc ce qu'on appelle les imagiers sculptent ça aussi. Donc vous voyez que le bois, c'est la vie, c'est l'élément vital. C'est ce qui organise pratiquement toute la société. Elle s'organise autour de ça, autour de la forêt. La forêt aujourd'hui, c'est un débat qu'on a dans notre société moderne qui n'a plus rien à voir avec ça. Donc, je vais vous reconfirmer une chose, c'est que tout ceci faisait que les gens ne gagnaient pas d'argent. Ils étaient pauvres, donc ils faisaient du troc avant tout. Et ceux qui avaient de l'argent, c'est ceux qui habitaient les villes, ou les beaucoup plus gros bourgs, et qui avaient besoin de ça. Et sur les marchés, on échange des produits. Alors maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose de très original, qui est sans doute le cœur le plus original de ce que j'avais à vous dire, à vous partager aujourd'hui après mes recherches. C'est vous dire, ben voilà, si vous aviez vécu en 1465 à Garonne, il y a 557 ans, eh bien, sans l'Église, vous auriez été en grande difficulté. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le seul bâtiment communautaire qui existe. Il n'y a pas de city park. Il n'y a pas de salle des fêtes. Il n'y a rien de tout ça. C'est l'Église à l'époque, avec un grand tout, l'institution Église, qui est l'organisatrice et l'animatrice de toute la société, en fait. Et qui même essaie de contrôler les nobles, qu'ils tiennent à peu près à leur place. Donc, évidemment, dans l'Église, et quand vous êtes habitant de Garonne en 1435, ben, vous avez la foi, vous êtes croyant, aller à l'Église n'est pas insupportable. Pourquoi? Parce que pour les gens, ce qui est important à l'époque, et c'est encore important pour certains d'entre nous aujourd'hui, c'est de se dire, ce qui est important, c'est qu'est-ce que va devenir mon âme? Qu'est-ce qui a passé après ma mort? Donc je prépare
après mon pèlerinage sur terre, je prépare la suite. Donc venir se faire baptiser, se marier, ou, avant de mourir, recevoir l'extrême-onction, etc. Ce sont des sacrements fondamentaux que les gens attendent, bien entendu. Et puis, quand on vient à l'église, c'est l'endroit où on entend aussi les récits de la Bible. Donc, on nous lit des choses, et on apprend beaucoup de choses. Donc, l'église de Garoc, c'est important, parce qu'on s'y fait baptiser, on y a des funérailles, et on s'y fait enterrer à côté. Le cimetière est là, oui, le cimetière n'a pas bougé. On n'a pas les vieilles tombes du XVe siècle, mais le cimetière n'a pas bougé. Il y a beaucoup de fêtes liturgiques, il y a beaucoup de cérémonies. Alors on estime, si vous voulez, qu'à peu près 40% de l'année est chômée. 40% de l'année, on ne travaille pas, parce que c'est une fête religieuse. On revient à l'office, et puis la journée ou la demi-journée est tranquille. Donc l'idée des grandes vacances, l'idée d'avoir des jours du RTT, etc., c'est très très loin de l'époque. Mais, comme il y a des fêtes religieuses, quelquefois il y a des grandes fêtes religieuses. On a des fêtes à l'extérieur et à l'intérieur. Pourquoi? Il y a des mimes, des jongleurs qui viennent et qui font dans l'église. Les enfants ont le droit de jouer à la balle. Et alors je vais vous surprendre. Il y a des jours où c'est très très dur à cause des récoltes qui sont trop abondantes, etc. On ne sait pas où mettre toutes les choses. Stocker dans l'église vos récoltes. Vous garez vos charrettes. Si vous les protégez, parce que tout d'un coup il y a des troubles, vous dites, oh là là, je ne veux pas que ma charrue soit volée par ces pillards qui vont peut-être passer, etc. Elle est reçue dans l'église. Donc l'église sert de lieu d'asile, de recueil, et c'est un bâtiment communautaire où on y a évidemment les sermons, les prêches, les offices, etc. Mais on y a aussi toute la vie. Le tribunal, car il y a un tribunal ecclésiastique, il se tient dans l'église. Saint-Yves, pour ceux qui connaissent Saint-Yves et sa vie, il était juge ecclésiastique. Il a fait de longues études pour ça. Il a fait 12 années d'études pour devenir juge. Et lui, il savait lire, écrire, compter et tout. Donc, on vient au tribunal et les gens assistent dans l'église au tribunal. Et si jamais, je ne le sais pas, à Garoc, il y avait un curé qui était bien instruit, qui avait un peu de temps, il pouvait prétendre enseigner la lecture aux enfants. Comment on lit? Donc on y fait école aussi. Dans un centre on sait tout ça, parce que sur la Bretagne, il y a beaucoup de registres et d'actes paroissiaux ou d'actes épiscopaux, donc de l'évêché, où tout est répertorié. Donc tout ce que je vous dis n'est pas une invention. Je ne sais pas si on avait tout ça exactement à Garoc, mais il y a certainement des choses qui étaient là. Donc, on sert de bâtiment agricole, on sert éventuellement de salle de jeu, on sert de salle de spectacle, de tribunal, d'école et d'église, au sens où on l'entend aujourd'hui, au sens religieux. Et évidemment, vous êtes en 1465 et vous êtes dans votre église. C'est pour ça que je voulais faire la conférence en église. Parce que vous pouvez être fiers. Attendez, vous habitez l'église qui est la plus grande église de la zone rurale ici. La surface au sol n'a pratiquement pas varié ensuite. Il y a les deux chapelles simplement. Mais la surface au sol n'a pas varié. Donc vous avez cette nef centrale qui est grande, déjà, et puis vous avez les deux bas-côtés. Ensuite, elle est haute, même si elle a été rehaussée ensuite. Elle est haute. Et puis regardez, elle est en gothique. Le gothique, c'est, oui, un peu brisé, etc. Toutes les décorations, les pierres sculptées qui est à l'arrière. Attendez, vous êtes dans l'église la plus moderne en 1565. On n'imagine pas ça, parce que quand on vient voir les vieilleries qu'on a le jour du patrimoine, mais non, le château fort a été neuf un jour. Et bien on est dans une église magnifique. Et les gens en sont fiers.
forcément. Donc, elles sont décorées, et il y a beaucoup de peinture. Alors malheureusement, l'église a subi quelques prédations là-dessus. On verra pas sur mesure. Pour Abbé Jaloux, qui a fait ça. Donc, on aime bien peindre les murs, représenter des choses, etc. Donc les églises, elles sont un peu comme les habits que je vous ai montrés tout à l'heure, ces habits joyeux, gais, avec de la couleur. On aime beaucoup ça. On est beaucoup plus à l'époque de Picasso qu'autre chose. Donc, la fierté des habitants, elle est là. Et il y a une petite citation que j'ai voulu lire, qui est une citation de Charles de Goffy, qui est un auteur breton qui est mort il y a à peu près 80 ans. Mais il a écrit une très belle phrase qui dit ceci. Dans de modestes villages, au milieu des landes, des merveilles de granit ont surgi du sol breton. Immortel témoignage de la foi profonde de ce peuple croyant et de l'amour du beau qui anime les âmes bretonnes, éprises de l'infini et pénétrées du sentiment de l'au-delà. Les gens n'étaient pas très matérialistes à l'époque. C'est pas comme notre époque. Ce qui était important, c'est qu'est-ce qu'il adviendrait de leur âme. Pas de leur corps, mais de leur âme. Donc, notre Église, elle s'occupe de beaucoup de choses, ici, mais quand vous avez des problèmes aussi, il y a l'Église plus largement qui s'occupe des choses. Regardez, on ne se rappelle pas de ça, mais les premières écoles qui ont été créées, aussi bien en France qu'en Bretagne, par l'Église. Si vous dites des hôpitaux, c'est l'Église qui crée les hôpitaux. Si il fallait aider les pauvres, je vous ai cité l'exemple de la pêche, où un tiers de la pêche devait être intégré aux pauvres, aider les pauvres, c'était important. Autrefois, on portait, quand on avait un peu d'argent, on avait des pièces de monnaie, on portait ce qu'on appelait une aumônière. C'était une petite bourse dans laquelle on mettait des pièces qui étaient destinées à aider les mendiants. Et ça s'appelait pas une bourse, ça s'appelait une aumônière. Ça s'appelait « Tu es fait pour être vidé et donner ton contenu à ceux qui n'en ont pas ». Oui, c'est très différent de l'autre bourse qu'on avait qui s'appelait une bougette. Ça s'appelait une bougette. Ah ben ça donnait en anglais « budget ». Et puis c'est revenu en français, ça s'appelle « budget ». Et c'est là où on mettait l'argent pour ça. Il y avait l'argent pour les pauvres et l'argent pour ça. Deuxième chose, vous ne savez pas défricher une langue. Vous ne savez pas construire, etc. Mais il y a plein de moines dans les monastères qui savent le faire. La paroisse de Garocque était associée à la paroisse Saint-Germain et à l'abbaye Saint-Germain, où il y avait des moines, l'abbaye Saint-Germain de Rennes, en 1465. Donc, il y a forcément des moines qui sont venus ici pour aider, pour la construction de l'église. Une construction d'église, ça dure entre 7 et 10 ans. Donc, on a inauguré en 1465 l'église. Donc, vous voyez, elle a été commencée en 1455 ou plus tôt. Donc, les moines, ils savent défricher, élever du bétail, travailler le fer, etc. Ils savent tout faire. Donc, ils peuvent apporter de la formation sur place. Et ils aident à créer artisanat. Ensuite, si, dans la justice, il y a une chose qui est importante, si les seigneurs exagèrent, sont brutaux avec les gens qui dépendent d'eux, l'Église est là pour essayer de rectifier les choses. Donc, de surcroît, tous les prêtres qui sont là, ils sont formés pour être prêtres. Vous avez une formation qui dure assez longtemps. Vous savez lire, vous savez écrire. Puisque je vous souviens que jusqu'en 1791, donc on est en 1465, 1791, c'est la Révolution française, la création des communes. Mais l'état civil est tenu par le prêtre, par le curé de la paroisse. Si on veut savoir qui est né le 7 juin 1812, on regarde les registres tenus par la paroisse. Donc, les noms de famille sont écrits comme ils sont écrits, approximativement, quelquefois. Donc, il y a des noms qui se déforment comme ça. Mais on a tout ça.
Alors ils aident à faire ça. Ils vont rendre visite aux malades, ils vont rendre visite à tous ceux qui n'ont presque rien pour manger. Certains d'entre eux sont formés aussi pour soigner les gens grâce aux herbes qu'ils peuvent récolter dans la campagne ou la forêt, ce qu'on appelle les herbes médicinales. Il peut faire de l'enseignement. Donc vous voyez, l'Église joue un rôle qui est capital auprès de la population. Donc voilà, c'est une vision un petit peu différente de ce qu'on appelle. Alors moi je peux distinguer deux choses. Il y a l'Église, petite E, avec son début, et l'Église avec un grand E. L'Église avec un grand E, c'est l'institution d'Église, dont je vous ai parlé tout de suite. Il y a les monastères, les hospices, l'aide aux pauvres, etc. Donc, voilà un petit peu la vision de Garok. Et si vous étiez en 1465, ce que vous verrez. Alors, on va regarder. On a trouvé ça, alors je remercie. Comme ça, j'ai arrivé. Voilà, je vous propose ça dure 1 minute et demie. C'est un petit film. À une époque, la télévision française s'appelait l'ORTF. Et il y a eu un feuilleton, écoutez bien cette élection-là, qui se passait en 1465. Et ça s'appelait Quentin du Roi, ou Quentin du Var, selon les prononciations des gens. Donc c'était. Et ce que je montre, c'est l'épisode 7, qui est le dernier épisode, et c'est la fin du dernier épisode. C'est Happy End, vous allez voir, puisque. Quelques mots maintenant pour terminer ma petite conférence. On va dire, bon, on est à Garok, mais alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde? Alors, je voudrais souligner simplement quelques faits importants qui vont avoir une incidence pour Garok comme pour la Bretagne. Mais en 1465, ce qui est important, vous voyez bien, c'est l'Europe. Et regardez bien, ici vous avez, on vous dit, c'est important pour les vaches et moutons, c'est important pour la laine, c'est important pour la banque, c'est les petits sacs, les champs bancaires, etc. Vous voyez bien que déjà la France, à l'ouest, enfin la moitié ouest de la France, il n'y a pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Et la Bretagne, zéro. On n'est pas un lieu de business, exactement, en 1435. Donc tout se passe beaucoup plus sur aujourd'hui ce que sont le nord de l'Italie, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, pour dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux endroits où il se passe des choses. C'est en France. Louis XI travaille. C'est pas un type agréable, et il nous faudra des tas de malheurs, mais il travaille bien pour son pays. Il ajoute, écoutez bien, l'Artois, la Picardie, le Maine, le Berry, la Provence, le Roussillon et la Bourgogne, il a ajouté tout ça à la France pendant son règne. Impressionnant quand même. Il arrive en 1463, il décède en 1483, en 20 ans. Pratiquement pas de guerre, parce qu'il dit, oh la guerre, ça coûte trop cher. Et puis ça fait beaucoup d'ennuis. Donc je préfère acheter. Donc ça coûte cher aussi, mais moi j'ai acheté. Tout ça. Donc la France a grandi, et la France est prête à devenir le grand royaume qu'on verra sous Louis XIV. Il y aura des choses qu'il va avoir la Bretagne et puis d'autres petits endroits. Donc c'est le pays le plus peuplé d'Europe, et il le restera jusqu'en 1850, et c'est le pays qui a le meilleur climat, meilleure agriculture, meilleur tout. C'est le pays important. Deuxième pays, c'est l'Espagne. Alors on ne voit pas bien ici sur notre carte, on ne voit pas pour l'Espagne. Vous savez que l'Espagne a été envahie par les Arabes au 8e siècle. Et petit à petit, les Espagnols, ils ont beaucoup bataillé pour regagner leur territoire. Donc il ne reste plus que le sud de l'Espagne, le royaume de Grenade, qui appartient. Mais le royaume de Grenade va céder assez vite. Et Isabelle de Castille, ce qu'on appellera Isabelle catholique, et Ferdinand d'Aragon vont se marier, et l'Espagne deviendra le territoire qu'on connaît pratiquement aujourd'hui. Et ce territoire-là sera prêt à une chose qui est importante. 1492, Christophe Colomb découvre
l'Amérique. Et c'est le début de la fiesta de la colonisation de l'Amérique par l'Espagne et qui en fera une hyperpuissance. Le troisième pays dont je vous parlais, c'est l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre, vous avez quelques cartes ici qui vous montrent que, je vais prendre celle de 1360, de 1420. Là, on est 1360-1420, on est dans la guerre de 100 ans. Et ça s'achèvera en 1453. Et vous voyez bien que le territoire anglais sur le territoire français varie. Mais quand on arrive en 1453, à la fin de la guerre, c'est fini. Malheureusement, elle connaît, je l'ai dit tout à l'heure, une guerre qui s'appelle la guerre des Deux Roses. Et c'est une guerre entre la famille des York et des Lancastre. Et donc, cette guerre, quelque part, recentre l'Angleterre sur elle-même. Il y a un affrontement comme nous, on a eu un siècle et demi avant, l'affrontement entre deux familles pour avoir le pouvoir en Bretagne. Et donc, de ce fait-là, l'Angleterre perd du pouvoir en Europe. Mais ne vous inquiétez pas, les Anglais savent toujours se refaire. Ils ont pris du poids en Suisse. Voilà. Autre point que je voudrais vous citer, c'est en Méditerranée. En Méditerranée, il y a un empire qui est en train de se construire, qui est très dangereux. C'est l'empire musulman des Ottomans. Alors vous avez là Mehmed II, qui conquiert Constantinople en 1453 et qui, dans la foulée, conquiert ce qui est aujourd'hui l'Albanie, les Balkans, etc. Et qui va se lancer à l'assaut de l'Europe. Donc il y a un danger qui naît ici. Et ce danger, il est important parce que ce que veut absolument l'Empire ottoman, il n'a pas d'autre but que de conquérir, mais c'est son seul but, des territoires. Alors pourquoi il fait ça? Pour convertir les gens à l'islam? Pas du tout. Si les gens veulent se convertir, ils se convertissent, s'ils ne veulent pas, ils se convertissent. Non, c'est parce que tout pays où ils vont doit payer des impôts, des taxes, des tribus. Vous savez, c'est l'impôt parce qu'on vous a conquis, vous nous appartenez, tous les ans vous nous livrez ça. Puis vous achetez des produits, ben, je prends une taxe. Ah, vous êtes chrétien, vous êtes un zimi, très bien. Vous payez une taxe. Ah, vous êtes chrétien orthodoxe, c'est une autre taxe. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Et l'Empire ottoman ne va pas cesser de croître. Donc voilà, les points importants à retenir, c'est ça. Avec quelques points qui renvoient à quelque chose de très important. Gutenberg, 1453, le premier livre est imprimé, le premier vrai livre est imprimé. C'est la Bible de Mayence. Mais Gutenberg, pour faire ça, il n'est pas forcément très honnête. C'est-à-dire que c'est pas lui vraiment qui a inventé l'imprimerie. Il n'a pas inventé les caractères d'imprimerie, il n'a pas inventé ceci, cela, mais il a compris une chose, c'est comment les assembler. Seulement, il a oublié de payer ses petits camarades, donc il va en prison. Et le 29 mai 1465, il est sorti de prison et anobli, parce qu'on dit que c'est il a inventé un truc qui est formidable, il faut qu'il puisse le faire. Et donc c'est le début de l'imprimerie. Le début de l'imprimerie, mais l'imprimerie, elle n'arrivera en Bretagne que beaucoup plus tard. Nous aurons l'imprimerie en 1475. La première imprimerie sera créée à côté de l'Idéac, à Bréant-l'Idéac. Et puis les imprimeries vont se développer. Donc, en 1465, mes amis, si nous consultons un livre, c'est un livre à enluminure, c'est un livre manuscrit. On ne connaît pas encore le livre imprimé. Sauf évidemment si un des seigneurs de Garonne est allé voyager en Allemagne et a ramené un exemplaire de cette fameuse Bible. Mais c'est un objet extraordinaire dans ce cas-là. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais vous dire, qui est importante, parce que quand j'ai dit à M. Jaloux, le reporter de West France, il est content. Ça, c'est génial. En 1465, il y a un prêtre à Tréguier qui finit
d'écrire un ouvrage qui s'appelle Catholicon. Écoutez bien, c'est le premier dictionnaire dans l'histoire du monde, trilingue. C'est un dictionnaire qui est un dictionnaire breton, français et latin. Mais écoutez bien, parce que il est trilingue. Donc c'est le premier dictionnaire français, il n'y en a pas eu avant. Et c'est le premier dictionnaire breton. Donc notre année coïncide aussi avec cette date-là qui est importante. En 1460, on a créé l'Université de Nantes. C'est la première université que l'on aura en Bretagne. En 1462, il y a un monsieur qui s'appelle Phocion, qui commence à traduire toutes les œuvres de Platon qu'on avait oubliées depuis presque un millénaire ou 2 millénaires. Autrement dit, ça sent la Renaissance. Tout ce que je vous dis là, c'est ce qui va fonder la Renaissance. Il y a l'étude des lettres anciennes, l'imprimerie qui va complètement changer l'idée du savoir. Même si tout le monde n'aura pas de livre, et tout le monde ne sera pas libre, mais ça va changer radicalement beaucoup de choses. L'accès au savoir. Donc la Renaissance commence à s'amorcer, et notre Église, magnifique qu'elle est, elle amorce aussi ça par sa modernité. Donc voilà, c'est ça qui voulait partager avec vous, pour vous dire qu'on a la chance d'avoir une magnifique Église. Et puis la date de 1495 qui est écrite, vous savez, à l'entrée de l'Église, à l'extérieur de l'Église, la grande porte qui est là, juste derrière vous, là, quand vous sortirez sur votre droite, il est écrit 1465, Jésus Maria, Jésus Marie. Voilà. Et on sait que cette année-là, l'Église a été consacrée. Voilà. Après, si vous pensez que c'est une bonne idée, ben, il y aura d'autres conférences, on prendra une autre date, et on essaiera de découvrir des choses nouvelles comme ça. Mais vous voyez que c'est intéressant de voir aussi une époque, et de comprendre aussi les mentalités d'une époque, et de dire qu'aujourd'hui, même si les mentalités ont changé, bah, c'est à nous de transmettre ça à nos enfants, à nos petits-enfants, et arrière-petits-enfants, si puisqu'on vit plus longtemps, quelquefois. Donc, de transmettre tout ça, parce que ce qu'on a, c'est très très beau. Et puis, avec le concours réciproque Méridiaroc et l'association, bah, j'espère, et avec votre aide à tous, alors j'espère que vous adhérez tous à l'association, parce qu'ils vont nous aider. 10 €, ça ne fera pas, ça ne remplacera pas le toit, mais 10 €, ça va nous permettre une chose, c'est de dire qu'on est plein de membres. On dira ça, il faut être classé. Et j'espère qu'en 2023, on pourra vous annoncer qu'on est classé. Voilà, merci à vous.